Décembre 1944. Quartier général d'Eisenhower à Versailles. Un coup à la porte. Non pas un coup. La porte s'ouvre simplement. Le maréchal Bernard Montgomery entre comme s'il était chez lui. Aucun rendez-vous, aucun appel préalable, il entre sans prévenir. Eisenhower lève les yeux de ses rapports de perte. 19 000 noms américains, morts ou disparus. La bataille des Ardennes est en train de déchirer son armée. Et Montgomery s'assoit sans y être invité. Votre structure de commandement a échoué. Pas de bonjour, pas de général Eisenhower, juste une accusation. Bradley est incapable de gérer la situation. Patton est imprudent. Je devrais commander toutes les forces terrestres britanniques et américaines. Le chef d'état-major d'Eisenhower écrira plus tard dans son journal. Je n'ai jamais vu Ike aussi en colère. Sa mâchoire était serrée, à tel point que je pensais que ses dents allaient se briser. Mais voici ce qui rend ce moment fou. Montgomery n'a pas tort sur tout, et c'est précisément ce qui rend la situation encore pire. Laissez-moi vous montrer pourquoi, avant de commencer à appuyer sur le bouton « S'abonner ». Ces plongées approfondies dans les moments les plus fascinants de l'histoire demandent des recherches sérieuses et votre soutien permet qu'elles continuent. Septembre 1944, opération Market Garden. Montgomery promet à Eisenhower qu'il peut terminer la guerre avant Noël. Il suffit de lui donner la priorité, de lui donner les ressources, de lui donner le contrôle. Je nous mènerai à Berlin avant la fin de l'année. Eisenhower le croit. Pourquoi ne le ferait-il pas? Montgomery a battu Rommel à El Alamein. Montgomery a planifié la campagne terrestre du débarquement. Montgomery est le général en or de la Grande-Bretagne. Alors Eisenhower lui donne tout. 35 000 parachutistes, la plus grande opération aéroportée de l'histoire. Une supériorité aérienne totale, chaque camion de ravitaillement dont Montgomery a besoin. Il n'y a qu'un seul problème. Les résistants néerlandais signalent la présence de 2 divisions de Panzer SS près d'Arnhem. Des unités d'élite allemandes, au repos en cours de rééquipement, exactement là où Montgomery prévoit de larguer les parachutistes britanniques. Montgomery écarte ses renseignements. L'ennemi est battu. Ce ne sont que des restes épars. Il se trompe de manière catastrophique. Les parachutistes britanniques atterrissent directement sur les 9e et 10e divisions de Panzer SS. C'est un massacre. 8 000 capturés, 1 500 tués. L'avance s'arrête net. La guerre se poursuit encore 8 mois. Mais voici ce que Montgomery dit à Churchill. L'opération a été un succès à 90%. Il rejette la faute sur les défaillances américaines sur le flanc sud. Il accuse des renseignements défectueux. Il accuse tout le monde, sauf lui-même. Et maintenant, 3 mois plus tard, il se trouve dans le bureau d'Eisenhower à exiger davantage de pouvoir, après que son échec a coûté la vie à des milliers d'hommes. Montgomery continue de parler. La bataille des Ardennes prouve que les Américains ne savent pas gérer les crises. Vous m'avez temporairement placé à la tête des forces du Nord. Cela valide mon analyse. Rendez-la permanente. C'est le piège, et il est brillant. Voici pourquoi. Voici pourquoi Eisenhower a effectivement placé Montgomery à la tête des 9e armées américaines pendant les Ardennes. Il a pris cette décision le 20 décembre. Si Eisenhower admet que c'était parce que le commandement américain était inadéquat, Montgomery gagne l'argument. Si Eisenhower affirme que le commandement américain était bon, alors pourquoi a-t-il fait ce changement? Montgomery se penche en arrière. Il sourit. Eisenhower se lève lentement. Sortez. Montgomery ne bouge pas. Je ne pense pas que vous compreniez la pression politique à laquelle vous êtes confronté. Churchill soutient mon analyse. La presse britannique est unie derrière moi. Vos propres journaux
remettent en question votre leadership. Il a raison sur ce dernier point. La presse américaine est impitoyable en ce moment. Le magazine Time vient de se demander si Eisenhower devait rester en fonction. Des mères écrivent au Congrès pour exiger des explications sur la mort de leur fils lors d'une attaque surprise. Montgomery poursuit « Nommez-moi commandant des forces terrestres ou préparez-vous à être remplacé vous-même. » C'est l'instant décisif. Tout ce qu'Eisenhower a construit l'alliance, la structure de commandement. La confiance entre forces britanniques et américaines tient en équilibre sur ce qui va suivre. Eisenhower ouvre lentement le tiroir de son bureau, délibérément. Il en sort un câble déjà rédigé, déjà signé. Il le fait glisser sur le bureau. Lisez-le. Le sourire de Montgomery disparaît à mesure qu'il lit. Au chef d'état-major combiné. Objet commandement autorité. Je ne peux pas exécuter efficacement mes responsabilités face aux défis actuels qui menacent l'unité de commandement. Soit le maréchal Montgomery opère sous mon autorité complète sans réserve, soit je demande à être immédiatement relevé de ce commandement. J'exige votre décision dans un délai de 48 heures. Signé Dwight D. Eisenhower, commandant suprême. La pièce devient silencieuse. Montgomery lève les yeux. Pour la première fois, il paraît incertain. Vous bluffez. Essayez donc. La voix d'Eisenhower est glaciale. Il contourne son bureau. Il se tient maintenant au-dessus de Montgomery. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur le pouvoir maréchal. La Grande-Bretagne est en faillite. L'Amérique produit plus de matériel de guerre que le reste du monde réuni. Il se penche vers lui. Cette année, nous construisons 75 000 chars, 300 000 avions. Nous nourrissons vos armées, nous ravitaillons vos navires, nous payons l'intégralité de cette opération. Alors voici ma question. Si j'envoie ce câble et que je recommande que toutes les forces américaines opèrent sous un commandement séparé, combien de temps Churchill survit-il politiquement? Le visage de Montgomery pâlit, mais Eisenhower n'a pas terminé. Ce qu'il dit ensuite met définitivement fin aux ambitions de Montgomery. Je sais pour votre conférence de presse. Montgomery se fige. Quelle conférence de presse? Celle du 7 janvier où vous comptez vous attribuer le mérite d'avoir sauvé les Américains dans les Ardennes. Comment Eisenhower le sait-il? Des officiers de liaison britanniques loyaux à l'Alliance l'ont averti. Ils sont terrifiés à l'idée que Montgomery détruise tout. Eisenhower se rassoit désormais calme en parfait contrôle. Voici ce qui va se passer. Vous ne tiendrez pas cette conférence de presse. Vous publierez un communiqué rendant hommage aux forces américaines. Vous ne demanderez plus jamais le commandement de troupes américaines. Il marque une pause. Sinon, ce câble part, et je mets fin à votre carrière en 48 heures. Montgomery tente une dernière fois. Vous avez besoin de moi. Je suis le général le plus victorieux de Grande-Bretagne. Non. La réponse d'Eisenhower est immédiate. La Grande-Bretagne a besoin de l'Amérique. Churchill le sait. Manifestement, pas vous. Montgomery se lève. Cette fois, il salue correctement. Cette conversation a été éclairante, général. Alors que Montgomery atteint la porte, Eisenhower ajoute une dernière chose. Oh, et Montgomery, j'ai enregistré cette conversation. C'est un bluff total. Aucun enregistrement n'existe, mais Montgomery l'ignore. Il part sans dire un mot de plus. 7 janvier 1945. Montgomery tient malgré tout sa conférence de presse. Il pense que Churchill le protégera. Il pense que sa réputation le rend intouchable. Il se trompe sur les 2 points. La bataille a été des plus intéressantes. Je pense peut-être à l'une des situations les plus délicates que j'ai jamais eues à gérer. Des plus intéressantes. 19 000 Américains morts.
des plus intéressantes. Les journalistes américains restent assis stupéfaits. Lorsque Rundstedt a attaqué Eisenhower, m'a placé à la tête de tout le front nord. J'ai employé toute la puissance disponible du groupe d'armée britannique. Les troupes britanniques se sont battues avec acharnement pour enrayer l'attaque. Il mentionne à peine les forces américaines, celles qui ont réellement arrêté l'avance allemande, celles qui ont tenu Bastogne, celles qui sont mortes par milliers. En quelques heures, la presse américaine explose. Un général britannique s'attribue le mérite du sang américain. Montgomery, j'ai sauvé les Yankees. Les mères qui ont enterré leur fils sont furieuses. Le Congrès exige des explications. Bradley appelle immédiatement. Tu as entendu ce que ce fils de a dit Patton est encore pire. Donne-moi 10 minutes avec Montgomery. Juste 10 minutes. Mais voici ce qui se passe en coulisses et cela change tout. Churchill lit la transcription de la conférence de presse. Son visage devient livide. Il appelle immédiatement Montgomery. « Qu'avez-vous fait, monsieur le Premier ministre ? Je n'ai fait qu'énoncer des faits. Vous avez mis l'Alliance en danger. Eisenhower a ce câble prêt. S'il parvient au chef d'état-major combiné, nous sommes finis. » Montgomery comprend, enfin, son erreur. Churchill l'oblige à publier une rétractation humiliante, mais les dégâts sont irréversibles. Pour le reste de la guerre, Montgomery est mis à l'écart. Le franchissement du Ram-Patton passe le premier. La course vers Berlin était menée par les Américains. La grande offensive septentrionale de Montgomery est indéfiniment retardée. Il envoie des câbles amers à Churchill. Churchill ignore tout le monde. Mais voici de quoi parle réellement cette histoire. Ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est le pouvoir. Montgomery avait le grade, il avait la réputation, il avait le soutien initial de Churchill, mais Eisenhower possédait quelque chose d'infiniment plus précieux, les ressources. En 1945, l'Amérique produisait plus de matériel de guerre que tous les autres réunis. La Grande-Bretagne était en faillite, dépendante du pré-bail américain, dépendante des soldats américains, dépendante de la volonté américaine. L'Empire britannique était en train de mourir. La superpuissance américaine était en train de naître. Montgomery n'a jamais compris ce basculement. Il a mené la Seconde Guerre mondiale avec une mentalité de Première Guerre mondiale. Il croyait que le génie militaire pouvait compenser un désavantage matériel. Peut-être en 1914, pas en 1945. Eisenhower comprenait quelque chose de plus profond. La guerre était devenue industrielle. Les usines de Detroit, produisant des chars plus vite que l'Allemagne, ne pouvaient les détruire. Les raffineries de pétrole du Texas produisaient plus de carburant que l'Allemagne ne pouvait en obtenir. Les fermes du Midwest nourrissaient des armées que l'Allemagne était incapable d'approvisionner. Montgomery a remporté la victoire à El Alamein en 1942. La Grande-Bretagne l'a célébré comme un sauveur. Cet éloge l'a empoisonné. Il a commencé à croire à sa propre mythologie. Chaque victoire confirmait son génie. Chaque échec devait forcément être la faute de quelqu'un d'autre. Un schéma narcissique classique. Eisenhower était différent. Avant le débarquement, il avait rédigé une lettre dans laquelle il assumait l'entière responsabilité en cas d'échec de l'invasion. Il la gardait dans sa poche, prêt à démissionner immédiatement. Cette humilité l'a rendu inébranlable. L'arrogance de Montgomery, elle l'a rendu fragile. Quand les choses tournent mal dans votre vie, quel est votre premier réflexe? Accuser la situation, accuser les autres, ou vous regardez dans le miroir. Et quand les choses vont bien, que faites-vous? Vous attribuez tout le mérite ou vous le partagez avec l'équipe. Ces schémas déterminent tout, pas seulement à la guerre, mais aussi dans les affaires, dans les relations, dans la vie.
Montgomery avait probablement plus de talent tactique qu'Eisenhower, mais Eisenhower possédait quelque chose de plus important, la conscience de soi, la capacité de placer la mission au-dessus de l'ego. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Eisenhower ne revendique aucun mérite personnel. Il félicite ses commandants. Il félicite les soldats. Il félicite l'Alliance. Montgomery écrit dans son journal « J'aurais dû être commandant suprême. Même dans la victoire, il est amer. Même dans la victoire, il n'a rien appris. » Après la guerre, Eisenhower devient président des États-Unis. Montgomery devient une note de bas de page de l'histoire, à se disputer avec les historiens pour savoir qui a réellement gagné la guerre. Les deux sont restés dans les mémoires, mais un seul a changé l'histoire. L'autre est un avertissement sur l'ego, sur le pouvoir, sur la différence entre être compétent et être sage. Ce jour-là, à Versailles, dans ce bureau, deux hommes se sont fait face. L'un exigeait tout. L'autre comprenait ce qui comptait vraiment, ni le crédit ni la gloire, mais la victoire et la protection de l'alliance qui la rendrait possible. Churchill écrira plus tard, dans ses papiers privés, Montgomery avait souvent raison sur le plan tactique, mais Eisenhower avait toujours raison sur ce qui comptait. Qu'est-ce qui compte dans votre vie? Vous battez-vous pour le mérite ou pour la mission? L'histoire a déjà répondu à la question de savoir lequel des deux l'emporte. Vous voulez savoir ce que Patton a dit lorsqu'il a appris l'existence de la conférence de presse de Montgomery? Sa réaction était absolument folle. Cette histoire arrive ensuite. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. De nouvelles plongées historiques arrivent régulièrement. Les histoires qu'on ne vous a jamais enseignées.